On va s'intéresser à la gauche cette fois. Est-ce qu'elle est en train de faire son grand retour grâce aux élections législatives? Tiens, on va s'interroger, mais avant cela, on va d'abord faire un point sur la grande alliance de la gauche. Vous savez, c'est la fameuse NUP, NUPES, NUPS, on ne sait plus trop comment l'appeler, mais elle existe et c'est Malik Mikhtar qui nous la présente. C'est dans cette salle survoltée que 1500 sympathisants ont assisté à la présentation de la NUPES le 7 mai dernier. Un accouchement long et difficile et finalement, une union entre insoumis, communistes, socialistes et écologistes. En ligne de mire, les élections législatives en juin prochain. Il y a eu des victoires ensemble à gauche et je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment le moment que notre génération elle attendait. Changer la vie tout simplement. Après une quinzaine de jours de négociations, les partis se sont mis d'accord sur un programme, 500 €, la retraite à 60 ans, le blocage des prix des produits de première nécessité ou encore la réduction de 65% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Des divergences subsistent néanmoins sur l'Europe, le nucléaire ou encore l'OTAN. 33 mesures sur lesquelles il n'y a pas de consensus, le mouvement se défend. Elle ne représente que 5 fortes de son score à la circonscription. Europe Écologie Les Verts en obtient pour sa part une centaine, le Parti Socialiste 70, tandis que le Parti Communiste présentera des candidats dans 50 circonscriptions. Y a-t-il pour autant une union totale de la gauche? La réalité est plus complexe. Dans certaines circonscriptions, des dissidents. Jean-Luc Mélenchon les prévient. Toutes les familles sont dans l'Union populaire. Ceux qui présentent des candidats contre les candidats de l'Union populaire sont des candidats macronistes parce qu'ils ne servent que Macron. Peu importe les divergences, les nuances ou encore les dissidences, la NUPES Jean-Luc Mélenchon en tête compte imposer une cohabitation à Emmanuel Macron le 19 juin prochain. Alors, est-ce que c'est le grand retour de la gauche, oui ou non? On va poser la question à nos invités, tous ceux en compagnie de Julien Bisson. Bonsoir Julien. Bonsoir Lucie. Rédacteur en chef du 1 Hebdo. C'est le 1 Hebdo qui pose cette question et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. On va accueillir Gilles Candard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste des gauches françaises, auteur de Pourquoi la gauche, de la commune à nos jours. Lucille Schmid est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de la Fabrique écologique et membre du comité de rédaction de la revue Esprit, co-autrice de Emmanuel Macron à Contretemps. Avec nous également Daïko Duy, vous le connaissez, notre éditorialiste politique sur France Info et notre observateur citoyen du soir, c'est Julien de l'ON. Bonsoir Julien. Julien qui a 21 ans, qui est étudiant à Paris 1 en double licence Histoire Sciences Politiques. Et ce n'est pas un hasard si vous êtes là Julien, puisque vous êtes de gauche, vous n'en faites pas mystère. Alors Julien, déjà, est-ce que vous croyez à cette alliance, la NUP ? Ah bah écoutez, les faits parlent d'eux-mêmes. Visiblement, on parle d'une possible mise en minorité au moins relative du président à la suite de ces élections législatives. Donc, et la mise en minorité serait le fait de la NUPES, donc de la gauche unie et écologiste. Donc voilà, aujourd'hui, alors que justement on était tous sortis des présidentielles en se demandant quel était le chemin possible justement pour capitaliser sur le score de Jean-Luc Mélenchon au premier tour, le troisième bloc, comme on en a parlé beaucoup, et bien aujourd'hui, voilà, il y a un espoir pour ce peuple de gauche et même pour les personnes qui s'intéressaient plus vraiment à la politique parce que ils ont la possibilité d'avoir des députés qui vont pouvoir changer la vie et qui leur ressemblent. Lorsqu'on voit qu'il y a des boulangers, des femmes de ménage, des ouvriers qui se portent candidats à ces élections ou même des étudiants, eh bien, je trouve que ça porte un espoir nouveau et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça en tant que tel. Alors Gilles Candard, notre observateur parle d'espoir. Est-ce que cet accord de la NUP, en fait, est-ce que ça permet de replacer la gauche au cœur du débat, elle, qu'on la disait, quasi disparue ces dernières années? Ah ben certainement. Avant même de se poser la question de savoir si la gauche peut avoir la majorité absolue ou pas, il y a une chose qui est certaine, c'est que la gauche se repositionne comme étant candidate potentielle au pouvoir, comme étant capable de construire une majorité de gouvernement qui se ferait autour de ce programme et de ces candidatures communes. Et ça, c'est très important, parce que souvenez-vous, pendant des années, la question qui était posée était de savoir qui affronterait Marine Le Pen au deuxième tour d'élection présidentielle. Hein, le combat, enfin le débat se faisait plutôt entre gouvernement et Rassemblement national, ou est-ce que LR pourrait remplacer le gouvernement Macron? Bon, là, on sait maintenant que l'option de gauche redevient crédible. C'est déjà un très, très beau résultat. Lucille Schmid, vous avez le même sentiment? Aujourd'hui, la gauche, c'est quelque chose de crédible pour les élections législatives? Ah oui, je pense que c'est quelque chose de crédible. Ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron avait été élu en 2017 sur l'idée du dépassement. Et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est la droite qui est à terre et que la gauche, en revanche, est ressuscitée d'une certaine manière. Mais la question qui est posée
me semble-t-il, c'est est-ce que c'est un accord électoral? Est-ce que c'est un accord de contenu programmatique? Je crois que c'est les deux. À l'évidence, c'est quelque chose qui s'est fait surtout parce que les électeurs de gauche, c'est ça que je trouve intéressant à dire, ont décidé que la gauche n'était pas morte. Je ne suis pas sûre que Jean-Luc Mélenchon lui-même aurait imaginé faire 22%. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a eu, je ne sais pas si c'est l'expression du peuple de gauche, mais en tout cas, il y a eu une sorte de révolte électorale. Et évidemment, de ce vote utile à gauche, certains ont été victimes, comme Anne Hidalgo ou Yannick Jadot. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'ils ne soient plus des victimes et qu'ils soient de vrais partenaires. Alors, Taïk, vous avez réagi quand on a évoqué un accord électoraliste, oui ou non. C'est quoi votre point de vue à vous? Ça dépend de qui on parle. Peut-être que du côté des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon, oui, on pense que c'est un accord programmatique. Parce qu'on y croit quand même à cette idée qu'il peut être Premier ministre, même si on la dévoile publiquement pour susciter une adhésion, mobiliser l'électorat. Au fur et à mesure de la campagne, on y croit un petit peu. Sur les autres partis, c'est peut-être plus difficile. On a avant tout constitué une alliance pour s'assurer un groupe politique à l'Assemblée nationale et avoir une survie dans le paysage politique. C'est ça l'objectif quand même principal de cette alliance. Il est atteignable, il sera sans doute atteint pour les uns et les autres. Ça serait plus compliqué si jamais, par malheur, je fais ça par provocation, Jean-Luc Mélenchon NUP gagnerait. Et donc Jean-Luc Mélenchon, quelque part, parce que c'est lui l'élément plus que fort, central, décisif. Rassembleur. Alors, rassembleur, c'est un autre mot. Mais rassembleur, peut-être pas d'un point de vue politique pour le PS et le PC, mais voilà. En tout cas, c'est lui qui a rassemblé. Autour de lui, c'est lui qui fait la campagne, c'est lui qui a pu cette... Et donc, peut-être qu'au PS, on serait embêté de devoir gouverner avec Jean-Luc Mélenchon, tel que l'accord programmatique a été négocié. Peut-être c'est le cas aussi pour Europe Écologie. En tout cas, voilà. Ça poserait quelques petites frictions, mais une fois qu'on a le pouvoir, peut-être que aussi on décroise tout ça. Est-ce que ça veut dire, Gilles Candard, que sur les 650 mesures qui sont annoncées par ce programme, il y aurait certaines sur lesquelles il y aurait des divergences très profondes et que ils auraient du mal un petit peu à se mettre d'accord une fois au pouvoir? Comme dans toute expérience politique, justement, on peut sur la politique internationale, même sur la transition écologique, sur la politique scolaire, il y aura certaines... Ce qui se passe après ne peut jamais être entièrement prévu, calculé. Le président Macron n'avait pas prévu non plus qu'il y aurait une épidémie ou qu'il y aurait la guerre en Ukraine. On est toujours surpris de toute façon par un certain nombre d'événements. Enfin, il y a tout de même un accord sur un certain nombre d'orientations, sur un certain nombre de mesures. Il y a des choses intéressantes. Puis pour savoir comment cette expérience pourrait se dérouler. D'ailleurs, qu'elle gagne en juin prochain ou, comme ce serait possible, qu'elle prétende gouverner dans les accords. Comment seraient prises les décisions? Est-ce qu'on se rentrerait dans une logique parlementaire? Est-ce qu'il y aurait des discussions? Souvenez-vous, la dernière expérience, c'était la gauche pendant 2-3 ans, et puis ça s'était un petit peu grippé sur la fin. Il y avait du mal à faire vivre la pratique du débat et du dialogue à l'intérieur des forces de gauche et écologistes. Eh bien, on verrait comment Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis feraient s'il reste effectivement à la prochaine occasion. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont plusieurs dans cette NUP, on l'a bien compris, puisque c'est une alliance. Julien, ça nous amène au mot de la semaine, qui est, je crois, cette semaine pluriel. Oui, justement, comme le disait Gilles Candard à l'instant, pluriel, comme cette gauche qui avait réussi à s'allier et à remporter les élections législatives en 1997 contre toute attente, et à gouverner la France jusqu'en 2002. Pluriel, car à l'époque, elle était composée, proposait des candidats différents dans la plupart des circonscriptions, avec un accord de désistement réciproque pour le mieux placé à l'issue du premier tour, une stratégie gagnante, puisque l'Alliance avait réuni 43% des voix au premier tour et 319 députés au second, grâce, il faut le rappeler, au maintien du Front National dans 76 triangulaire. Alors, est-ce que la NUP est faite du même bois que cette dernière grande alliance des gauches? Est-ce qu'elle est une nouvelle gauche plurielle? Eh bien, on peut déjà remarquer que le mode de candidature a changé, puisque nous avons une présence de candidature unique dans toutes les circonscriptions, en plus de quelques dissidents. Mais la façon d'aborder le scrutin également est différente, avec un programme unique et un leader unique lui aussi. Donc, à ce stade, la NUP réunit davantage une pluralité, à se nommer même s'il ne s'agirait pas d'une gauche des plus singulières. Alors, dans un instant, on va Lucille et Daïk, j'aimerais vous entendre. Lucille Schmitt, est-ce qu'aujourd'hui, dans toute sa diversité, vous considérez que malgré tout, la diversité à gauche a toujours été une force? C'est-à-dire que, comme l'a rappelé Gilles Candard, historiquement, la gauche est plurielle. Après, comme on vient de le rappeler, ça lui a permis, par exemple, de manière inattendue, à l'occasion de la dissolution de l'Assemblée nationale, cette gauche s'est beaucoup opposée au moment de la présidentielle, et notamment qu'il y a eu une forte campagne d'Anne Hidalgo et de Yannick Jadot contre Jean-Luc Mélenchon, qui par ailleurs ne s'est pas montré un grand rassembleur. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut devenir rassembleur
présent pendant la campagne présidentielle. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon est capable de changer de posture, que c'est un homme qui est tout à fait capable d'avoir une culture de gouvernement. Le sujet ensuite, c'est comment est-ce que l'accord s'applique territorialement. La question n'est pas seulement le contenu clé, la question c'est aussi l'enracinement local. Comment est-ce que ça se passe hors des grandes métropoles? Lorsqu'on vote par exemple à Paris, on ne fait pas tant que ça attention à la personnalité NUPES où on a envie de voter pour Macron. Lorsqu'on est en Dordogne, lorsqu'on est en Occitanie, lorsqu'on est en Bretagne, on connaît bien. Et le sujet de l'enracinement des socialistes me semble avoir été sous-estimé dans le cadre de l'accord NUPES. Daïk. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Julien sur la candidature unique, c'est pas forcément une volonté hégémonique de Jean-Luc Mélenchon, c'est en raison du mode de scrutin, parce qu'il faut 12% des suffrages exprimés, et en cas de forte abstention, ça fait qu'il faut faire 20, 22, 23 pour se qualifier au second tour. Et donc, si la gauche, il va diviser, même avec la promesse d'être allié à l'issue du second, plus personne n'est là pour le second. Donc ça ne sert à rien de se promettre de se désister mutuellement. Donc c'est pour ça. Après, est-ce que ça sera une capacité Jean-Luc Mélenchon? Oui, qui sera Premier ministre. Déjà, ça ne fait pas défaut. On pourra se réconcilier quand même sur les divisions de l'élection présidentielle, parce que Anne Hidalgo, comme il y a eux, qui avait porté la division dans un combat personnel avec Jean-Luc Mélenchon, plus que des idées, même si derrière les personnes, il y a évidemment des idées. Mais donc ça sera plus simple pour mettre de l'huile dans les mécanismes. Après, oui, c'est à voir, Jean-Luc Mélenchon, il faut quand même opérer, non pas un changement de personnalité, ça serait trop fort, mais Jean-Luc Mélenchon, il faut bien comprendre, ça sera l'exercice du pouvoir pour lui aussi. Il n'a jamais géré une ville, un département, il a pu être adjoint, il a pu avoir des vice-présidences. Mais ce sera un baptême du feu, quoi. C'est un baptême du feu, le pouvoir, avec... Voilà, lui, c'est un homme de parti qui Je rappelle qu'il a été ministre de Lionel Jospin. Absolument, il a été ministre dans un gouvernement... Dans un pouvoir exécutif. De 2 ans, 2002, dans un pouvoir exécutif. Voilà, mais il était membre de ce pouvoir, il n'était pas décisionnaire, mais voilà, il faut... C'est aussi quelque chose, c'est... Fait sa formation, on ne va pas dire qu'il va tout découvrir de zéro, évidemment. Et si on l'écoutait justement, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il s'y voit déjà Premier ministre Jean-Luc Mélenchon, en tout cas il en est sûr d'une chose, c'est qu'il va y avoir du changement. Si on oublie, sans que cette majorité y corresponde, c'est aussi quelque chose de nouveau. Et il va se produire mécaniquement quelque chose d'absolument nouveau. Nous allons faire basculer la Ve République présidentialiste, qui a battu des records de présidentialité et de défense. Nous allons, pas par idéologie, mais comme une nécessité, juste pour gérer l'État. Nous allons faire basculer le système dans le parlementarisme. Voilà pour cette prise de parole de Jean-Luc Mélenchon. Regardons maintenant les sondages. Alors celui-ci date de quelques jours, mais il est assez représentatif. C'est un sondage ELAB selon lequel la majorité absolue irait à la majorité actuelle. La NUP obtiendrait entre 160 et 185 sièges, le RN entre 35 et 65, et les Républicains, l'UDI et divers droites entre 25 et 50 sièges. Alors Daïk, à ce stade, on ne voit pas de raz-de-marée de la gauche. Est-ce qu'on peut l'expliquer facilement? Ça vous surprend, ces chiffres? Non, encore une fois, c'est en raison du mode de scrutin, 12,5% des suffrages exprimés. Donc il n'y a que 2 personnes qui seront qualifiées. Au second tour, il n'y avait qu'une seule triangulaire il y a 5 ans. Donc, donc le calcul, c'est de dire qu'il y a un élément central, c'est donc Renaissance, qui sera toujours qualifié et qui affrontera soit un candidat de NUPES, soit un candidat du RN. Et à chaque fois... Mais ça veut dire qu'il rêve un peu, Jean-Luc Mélenchon? Il rêve... Alors, non, mais ça vous fait sourire, en tout cas, autour de la table. Il a raison de rêver, parce que moi, je considère que ce calcul-là de dire En Marche est un élément central, je ne suis pas sûr que ça fonctionne forcément tout le temps, parce qu'il n'y a pas d'élan autour de l'élection d'Emmanuel Macron, parce que je ne sais pas ce qu'il en est de l'ancrage local des candidats d'En Marche. Ces 2 phénomènes s'additionnent. Alors, il y a aussi un manque d'ancrage local pour certains candidats NUPES, mais voilà, donc je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Donc, il a raison de rêver. En tout cas, il peut rêver à ce qu'Emmanuel Macron n'ait pas forcément la majorité. Julien, c'est un rêve possible. Julien Deloën, notre observateur citoyen, vous êtes toujours avec nous. Julien, vous avez entendu tout ce qui s'est dit sur ce plateau. Vous nous parliez d'espoir au début en nous disant voilà, la NUP, ça nous fait peut-être un peu plus rêver maintenant et ça faisait quelques années qu'on n'avait pas eu ça à gauche. Est-ce que vous rêvez à la NUP après les législatives? Est-ce que vous croyez que tous ces partis sont capables de rester main dans la main? Écoutez, de toute façon, il y a 2 configurations. Soit on gagne ces élections législatives et donc là, de fait, il faudra absolument poursuivre pour gouverner le pays et changer les choses. Et même si on ne parvient pas à avoir la majorité, mais si on part avec un groupe d'opposition qui est le premier face à Emmanuel Macron, donc c'est-à-dire par exemple qui a la présidence de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, on aura aussi d'autres leviers justement pour déjà faire l'opposition à M. Macron sur ces projets qu'on considère mauvais pour le pays, la retraite à 65 ans,
l'impossibilité pour l'instant de rétablir une justice écologique et sociale dans ce pays. Et donc, même avec ça, je pense qu'il y a une possibilité vraiment d'inscrire cette alliance dans la durée, et d'autant plus, comme vous l'avez déjà dit, que c'est un accord programmatique. C'est-à-dire que sur il n'y a que 5% sur lesquels il y a un accord très large là-dessus. Vous êtes oui, super moi je suis rassuré. Ouais. Gilles Kandar, vous connaissez bien l'histoire des unions des gauches. Est-ce qu'on a déjà eu une union des gauches dominée par sa frange la plus radicale? Est-ce que c'est nouveau? Et qu'est-ce que ça dit du désir de radicalité dans la population? Oui, c'est vrai que ça, c'est le phénomène nouveau. Il est arrivé pendant longtemps que le Parti communiste soit le plus fort à gauche, mais justement, quand le Parti communiste était fort à gauche, l'union avait beaucoup de mal à se faire, puisque beaucoup de socialistes ou de gens de gauche non communistes étaient inquiets de cette union. Alors, François Mitterrand avait lancé la stratégie union de la gauche, alors qu'il n'avait pas encore la parité, loin de là, en pensant que justement ça permettrait à une part de l'électorat communiste de voter plus normalement socialiste. C'est peut-être ce que pensent d'ailleurs aujourd'hui encore certains socialistes et écologistes. Et sans rentrer dans des calculs de boutique, il peut y avoir aussi l'idée qu'à partir du moment où la frange la plus radicale, la gauche insoumise, est associée à d'autres forces écologistes, socialistes, communistes, etc., elle rentre un peu dans une autre logique. Elle va être aussi confrontée à l'exercice du pouvoir, aux difficultés, comme disait Braque au moment du Front populaire. Il y en aura. C'est vrai que les insoumis, jusqu'à présent, ça les a peut-être aidés dans la campagne. Ils avaient la chance de ne pas gérer de départements, de régions, de villes. Quelques petites villes de banlieue estimables, mais c'était tout. Bon, là, ils vont être avec les autres chargés de faire le mieux. Si jamais ça se passe, que les législatives ont été une étape négative pour la gauche. Est-ce que c'est s'ils n'atteignent pas un certain nombre de sièges? Est-ce que ce sera dans l'exercice de l'opposition s'ils sont première force d'opposition? Vous voulez dire négative ou positive par ailleurs Oui, j'aimerais d'un sens ou dans l'autre. Le seuil. Ouais. Eh bien, je pense que le seuil, Jean-Luc Mélenchon l'a très bien dit, le sujet c'est le parlementarisme. C'est-à-dire que moi, j'assume de dire une chose sur ce plateau, c'est que je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon sera Premier ministre, mais en revanche, je suis persuadée qu'il sera le premier opposant hors du Parlement, par ailleurs. Donc il a choisi aussi une posture qui donnera au Parlement beaucoup d'importance. Il l'assume. Et le paradoxe, c'est qu'en fait, ce qui permet d'avoir une espèce de posture de surplomb, sans doute de grande posture intellectuelle. Je rappelle qu'en France, la politique, c'est aussi une bonne majorité relative pour la NUPES, il faut être clair. Et par ailleurs, une vision assez équilibrée des trois forces, enfin des quatre forces, parce que bien sûr, il y a aussi le PC. Mais l'enjeu, c'est par ailleurs que l'écologie soit bien représentée. Je rappelle qu'il n'y avait aucun sentiment que c'est un peu le fer de lance de la NUPES. Par ailleurs, pour répondre à ce qui était dit sur les 650 propositions, moi, je vais être très franche, 650 propositions, c'est trop lorsqu'on veut être d'accord. C'est une manière de dire qu'on a fait une sorte de conglomérat de propositions. Je pense que si le seuil est bon sur le plan électoral, il faudra rediscuter des priorités parlementaires et faire en sorte d'avoir une action qui soit une action hiérarchique, efficace par rapport à Emmanuel Macron. Une sorte, vous savez, dans les cultures parlementaires, il y a une sorte toujours, pardon de parler anglais, mais de shadow cabinet, où en fait on contrecarre tout ce que fait ceux qui sont en place d'une manière systématique. Donc là, il y aura un bon seuil. Il faut faire un vrai parlementarisme et ça sera en quelque sorte la 6e République de Jean-Luc Mélenchon. Daïko Duy, justement, Jean-Luc Mélenchon a tellement personnalisé ces élections que s'il n'arrive pas à être à Matignon, s'il n'arrive pas à devenir Premier ministre, est-ce qu'il peut survivre politiquement à ces élections ? Oui, c'est une bonne question, parce que surtout, il ne sera pas au Parlement pour défendre, y compris même si les Insoumis ont un groupe très important. Mais justement, il va prendre un magistère moral. Comme ça, il ne sera pas la parole liée par éventuellement des positions au Parlement, où il faudra faire peut-être de la popole, de la stratégie, etc., ou de la bataille d'abonnement, un peu, on va dire. Il faut l'ayer, dans la bataille d'abonnement. À un moment, il faut faire de l'obstruction, mais ce n'est pas hyper noble, quoi. Parce que là, Jean-Luc Mélenchon, lui, il pourra donner ses grands avis. Il l'a dit, d'ailleurs, il voudrait se penser quand même sur l'international. Il veut travailler sur ces sujets-là. Mais bon, s'il n'est pas Premier ministre, alors beaucoup disent que c'est parce qu'il pense au coup d'après à l'élection présidentielle. Peut-être, il le dit lui-même, il a 70 ans, on ne sait pas, c'est chaque jour qui arrive, on voit ce qui se passe, surtout au niveau de la santé. Il le dit, mais il le dit. Donc oui, il y a quand même un aspect de retraite, de semi-retraite politique quand même, s'il n'est pas Premier ministre à l'issue de ces élections législatives. Gilles Kandar, vous êtes d'accord ? Oui, je crois qu'il prendra très certainement la présidence d'une fondation proche des Insoumis pour animer le débat d'idées, comme Lucille Smith le fait pour les écologistes, et comme existe aussi la Fondation Jaurès auprès des socialistes. Je crois que ça sera là son rôle, d'être une grande figure intellectuelle
qui aura évidemment un pied aussi dans le combat politique, mais de manière un peu décalée. Ça ne sera plus le champion parlementaire, ça sera la référence, et on verra bien après ce que la suite donnera. En politique, on ne peut jamais prévoir. En Malaisie, un homme politique a pris le pouvoir à 93 ans. Alors, vous savez, il faut se méfier des prévisions. Alors, Julien Deloën, on va passer de la retraite à la jeunesse. On sait que, justement, Jean-Luc Mélenchon avait réussi à mobiliser une bonne partie de la jeunesse pendant l'élection présidentielle. Elle va être déterminante, cette jeunesse, pour la législative. On sait que les sondages disent que seulement 1 jeune sur 3 pourrait voter pour ces élections. Est-ce que, selon vous, elle peut se mobiliser, y compris au dernier moment? Est-ce que vous y croyez? Comme pour les présidentielles, c'est-à-dire que justement on avait prédit un niveau d'abstention très élevé, notamment de la part des jeunes et des catégories populaires d'une manière générale, et donc en fait on peut créer la surprise. C'est ça que j'ai envie de dire justement à mes camarades de 18-30 ans, c'est-à-dire que c'est près d'1 jeune sur 2 qui voterait pour les pions. Donc à partir de là justement, tu as tous les défis, Julien, c'est notre génération qui va Julien, payer le prix. Peut-être qu'on peut faire cette élection. Vous m'entendez pas ou vous continuez à parler malgré tout, mais je vous coupe quand même, Julien, parce que qu'on soit concret, vous nous citez des sondages, mais autour de vous, est-ce que vos amis, concrètement, ont prévu d'aller voter? Parce que les législatives, historiquement, ça mobilise moins de toute façon que la présidentielle. Est-ce qu'autour de vous, les jeunes vont aller voter ou est-ce que certains hésitent encore? Et avec sincérité, vous nous répondez. Oui, non mais en tous les cas, moi je constate, mis à part la présidentielle, j'ai jamais eu autant d'amis qui me disaient que de là, je pense que tout est possible. Et surtout, si on a des candidats en plus jeunes qui nous représentent et qui savent ce qu'on pense, quelles sont nos aspirations et qu'est-ce qu'on vit au quotidien. La définition de ce qu'est la gauche a changé avec la constitution de cet accord de la NUPES. Est-ce que être de gauche, ça veut dire autre chose? Bien sûr, ça veut dire beaucoup plus de radicalité. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que la radicalité, aujourd'hui, elle doit gagner le pouvoir. C'est-à-dire que dans le moment d'urgence écologique que nous vivons, le sujet d'organiser un exercice du pouvoir en rupture avec une radicalité qui soit réaliste, c'est tout l'enjeu. Et je crois que c'est en ce sens que sans doute les candidats de la NUPES, s'ils sont élus, pourront aussi démontrer leur capacité. Le sujet, c'est être radical et exercer le pouvoir. Pas seulement conquérir le pouvoir, faire en sorte de jouer un rôle essentiel par rapport au pouvoir. Et voilà pour le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Alors Julien, on se retrouve la semaine prochaine, comme à chaque fois, avec le plaisir. Vendredi. Gilles Candard, Lucille Schmitt et Daïko Duy, merci infiniment pour vos analyses. Merci aussi à vous, Julien Deloën, d'avoir participé à ce débat. Merci pour la sincérité sur les...